Donc, bienvenue Elsa. Donc, on va parler de Ducrot et Oui, on va parler cahier de tendance. Donc, on va introduire la tout à restauration fait. du futur avec le travail que Voilà, fait Ducrot sur ces tendances nouvelles tout à auprès des fait. Donc, tout restaurateurs d'abord, notamment. merci de nous accueillir. On est Donc, vraiment merci à ravis de vous d'être parrainer ici. cette première édition de Table Talk. Chut, s'il vous plaît, on écoute. Donc, je suis Aziza Khalil, je suis responsable marketing de l'activité food service chez McCormick. Alors, McCormick, c'est le leader mondial des herbes et épices, qui commercialise notamment les marques Ducrot, Vainé et Thai Kitchen en France. Donc, deux mots sur McCormick. Donc, c'est une entreprise mondiale qui produit, commercialise et distribue des herbes, épices, aide à la pâtisserie également, et j'en passe. Voilà, donc c'est vraiment le leader des saveurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de saveurs, justement, et notamment du carnet de saveurs Ducrot, qui est publié chaque année. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce carnet de saveurs. Donc, en fait, c'est un rapport culinaire qui prédit les tendances culinaires qui vont influencer la cuisine de demain à travers le monde. Donc, j'insiste parce qu'on est vraiment sur des tendances mondiales. Alors, c'est vrai que la gastronomie reste ancrée dans nos cultures régionales et on sait que la gastronomie est un élément de différenciation de chaque région, de chaque pays. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de similitudes en termes de tendances culinaires qu'on retrouve d'un bout à l'autre du globe. Donc, c'est très intéressant. Et ce rapport culinaire donc, est élaboré tous les ans. Donc, McCormick s'entoure d'une quarantaine de ses experts qui représentent toutes les régions du monde pour élaborer ce carnet de saveurs, alors avec des chefs évidemment, des chasseurs de tendances, des diététiciens. Et en plus de ce carnet, on élabore également des recettes, donc une soixantaine de recettes qui sont complètement en lien avec chacune des tendances. Voilà quelques mots sur le carnet de saveurs. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer de prendre une longueur d'avance sur les saveurs et je vais vous dévoiler les 5 grandes tendances culinaires à suivre à travers le monde, d'après le carnet de saveurs Ducrot 2017. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, donc l'idée, c'est que je vous les décrive dans les grandes lignes et j'espère que je vais vous donner envie d'aller télécharger le guide sur notre site. Donc, la première tendance qu'on a appelée s'éveiller aux saveurs du monde, ou en d'autres mots, c'est comment remplacer le bol de céréales traditionnelles du matin par des petits déjeuners au parfum du monde. Donc ça va passer par des riz aux variétés anciennes ou des graines anciennes comme le sorgho, par exemple, qui est originaire d'Afrique. Ou encore des plats très riches, inspirés du Moyen-Orient, donc très épicés, donc à base de sauce corsée. Donc ça, ce sont typiquement les saveurs que vous allez retrouver demain au petit déjeuner. La deuxième tendance, c'est la cuisson à la plancha. Alors vous allez me dire, la plancha, on connaît, c'est vrai. En France, c'est plutôt connu, mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Et la cuisson à la plancha gagne en popularité à travers le monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le carnet de tendance dévoile que les cuissons à la plancha se marient parfaitement bien avec des sauces très corsées, très pimentées. Donc, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, la sauce adobo negro, donc qui est originaire du Mexique, à base de bière brune, sésame, piment noir et chocolat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une belle prochaine inspiration. Notre troisième tendance, donc toujours, vous le voyez, autour des cuisines du monde, on va passer sur la Méditerranée, avec le cap sur la Méditerranée, avec une cuisine fusion qui va associer des ingrédients typiques du bassin méditerranéen, comme, pour ne citer que l'épine vinette. Donc l'épine vinette, c'est une baie rouge authentique de la cuisine persane, ou encore des raviolis turcs à base de pois chiches. Voilà, donc des ingrédients qui s'associent parfaitement avec la cuisine occidentale pour renouveler les plats les plus courants. Voilà. Et il m'en reste 2. Donc il y en a une, c'est ma préférée. C'est le jaune d'œuf qui se transforme. Alors le jaune d'œuf, encore une fois, n'est pas très exotique, mais c'est surtout la façon dont il est préparé qui peut surprendre. Donc le jaune d'œuf va se décliner sous différentes formes, que ce soit séché à base de sel et d'épices. Donc vous faites sécher votre jaune d'œuf et ensuite il durcit, ce qui vous permet de le râper sur un plat. Donc ça peut remplacer un parmesan. Qui soit poché dans un bouillon, donc ça c'est typique des plats coréens par exemple, ou encore poché directement dans un plat mijoté type shakshuka, qui est un plat du Moyen-Orient. Donc vous voyez diverses façons de déguster ce trésor doré, voilà, pour encore une fois renouveler toutes vos cartes.
Et pour finir, une association de saveurs. C'est ma préférée. Oui, donc je vous conseille vraiment d'aller télécharger cette recette et d'essayer. Et pour finir, le poivre, l'association des saveurs poivrées et sucrées. Donc pour faire court, c'est vraiment la saveur corsée et piquante du poivre qui se marie à merveille avec des ingrédients naturellement sucrés, comme notamment les fruits exotiques. Donc on a des recettes à base de fruits du jacquier, par exemple, ou du fruit du dragon. Ou de dattes aussi. Ou des sirops de dattes, effectivement. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller jeter un œil à notre site Ducros Food Service. Et si vous avez envie de télécharger le guide en son intégralité et de découvrir toutes les recettes associées, donc c'est ducrosfoodservice.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Aziza, merci Ducros. Prenez quelque chose d'ordinaire comme ce citron vert. Maintenant, prenez Perrier citron vert, vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire, de vraiment extraordinaire. Découvrez la gamme Perrier aromatisée, 100% naturelle, 0 sucre. Eh bien, on va enchaîner. 9e table ronde. Donc, on va essayer de se projeter un petit peu vers l'avenir. Encore une fois, en 40-45 minutes, on ne va pas pouvoir tout explorer, mais on va converser avec nos 4 intervenants. Donc, je vous demande d'applaudir et je vais accueillir Anne-Claire Paré de Bento, l'agence Bento. Léa Benzimra, la conciergerie gastronomique. Charles Compagnon. Où est Charles? Il est là-bas. Et Orissa Cavin de Foodora. Merci à tous les 4. Tu es bien entouré, Charles. Voilà, au centre. On a commencé par la place des femmes et là, on fait la place à l'homme. Merci à tous les 4. Donc, Orissa travaille pour Foodora, donc on connaît, un acteur de la livraison, à domicile. Léa, qui est électron libre, hein, on va dire, qui réfléchit aux tendances, à des scénographies, qui travaille avec des marques, avec des restaurateurs. Charles, donc, qui est restaurateur, qui a aujourd'hui 3 restaurants, l'Office, le Richer et le 52 Faubourg Saint-Denis. Et il nous parlera d'une aventure qu'il a tentée, avec beaucoup de courage et d'audace, et sur la livraison. Et puis donc Anne-Claire Paré de Bento, qui phosphore sur les tendances... c'est le mot, les tendances de demain. Merci à tous les 4. Donc effectivement, c'est un thème, voilà, on pourrait tout dire 1000 choses. On aurait pu parler de l'alimentation, de ce qu'on va manger. On est plutôt ici pour parler du restaurant et du nouveau restaurant du futur. Donc comme toutes les autres tables rondes, je voudrais commencer par Charles, honneur aux hommes, qui est donc restaurateur, et tu as tenté, donc je disais, avec beaucoup d'audace, tu as eu envie de lancer un service de livraison à domicile, de plats gastronomiques, bistronomiques, je ne sais pas le mot. L'idée, c'est vraiment qu'on ait chez soi des plats que tu sers, toi, au restaurant. Et donc, tu as fait ça avec ton chef du 52. Tu as créé un labo, et ça s'appelait Chochocho, un très joli nom. Tu peux nous raconter la jeunesse, pourquoi tu as envie de monter ça? En fait, je suis parti du constat qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient manger chez eux et de la qualité. Et avec un peu l'explosion de Deliveroo, Foodora et d'autres personnes, je me suis dit que le point de vue d'un restaurateur pouvait être intéressant et amener une certaine qualité chez les gens. Donc, je me suis dit, personne l'avait fait, donc je vais essayer de le tenter. Et je me suis lancé en me posant les questions, en partant de la problématique de la qualité et du goût, et en produisant aussi nous-mêmes cette cuisine, et en livrant chaud, donc avec un peu toutes les problématiques les plus difficiles en termes de logistique, de production, et voilà. Tu as mis toutes les contraintes dans une seule et tu t'es dit, allez, on y va. Et on a fait ça pendant 1 an.
je pense, livrer à peu près 8 000 ou 10 000 repas. On avait 2 000 clients, on était assez contents, mais après, en fait, avec le recul, il y a des problématiques que j'avais un peu sous-estimées, des problématiques qui sont extérieures au métier de restaurateur, qui sont problématiques de marketing, de communication, de logistique, de financement aussi, qui est important, parce qu'on est dans un marché où, en fait, je pense, une des choses les plus importantes est la capacité à se financer pour continuer à se développer, parce qu'aujourd'hui, aucun des acteurs ne gagne de l'argent, tout le monde perd de l'argent et de façon importante. Donc voilà, moi, avec mes petits moyens, j'en ai perdu pas mal. J'en ai perdu pas mal, mais après, moi, mes capacités sont assez faibles, donc j'ai arrêté rapidement. Et j'ai 2-3 copains qui avaient investi avec moi et on a malheureusement tout perdu. Mais maintenant, je pense que je comprends bien et je connais bien les problématiques de ce secteur. Et aujourd'hui, vu qu'on a des acteurs qui sont plutôt des acteurs qui ont des gros financements, pour des petits artisans, c'est assez compliqué. Et aussi, vu que c'est un marché sur lequel il faut forcément scaler, se développer de façon importante, tu n'arriveras pas à suivre en termes de qualité sur un volume important. Je parle si tu produis toi-même. Après, il y a des modèles différents. Foodora ou Deliveroo vont livrer d'autres personnes. C'est un autre modèle. Donc après, voilà. Moi, c'était juste mon expérience. Et le fait d'avoir fait ça, c'était assez intéressant parce qu'on a eu, je pense, pas mal de succès en termes de qualité et de clients qui consommaient beaucoup. On a eu des gens qui ont commandé jusqu'à 100 fois en 400 repas, donc un repas sur 4. Et beaucoup de gens qui étaient des clients qui répétaient les commandes. Mais on n'a pas su se développer suffisamment rapidement et trouver aussi un modèle économique. Donc on a arrêté au bout d'un moment pour limiter la casse. L'idée, c'était de partir d'un labo, de livrer autour pour que ça arrive chaud, justement, puis essayer de s'étendre. Voilà, on avait un labo de production, des labos qui livraient dans une zone de chalandise très proche, qu'on livrait chaud à vélo. Donc le coursier avait à peu près 6 minutes, 7 minutes pour livrer chez la personne. Donc ça allait extrêmement vite. On a des systèmes pour que le sac reste chaud, qu'il y ait des briques chauffantes dans le sac. On avait poussé tout au niveau des packaging aussi, de la qualité du packaging, de notre identité visuelle, de plein de choses. On s'est vraiment éclaté à le faire. À faire le projet, mais après en termes d'économie, on facturait ça moins cher qu'un restaurant et ça nous coûtait beaucoup plus cher que de faire un repas pour un client dans un restaurant. Voilà. Donc pour l'instant, la dématérialisation de tes restaurants attendra un petit peu compliqué. Alors, parole à Orissa, qui représente Foodora, qui est un autre modèle. Effectivement, Foodora ne produit pas de cuisine. Foodora va chercher dans des restaurants et livre ensuite. C'est un modèle que Charles disait, les acteurs ne gagnent pas d'argent. Foodora ne gagne pas d'argent. Alors c'est compliqué, ça coûte très très cher de faire de la livraison. Le modèle est complètement différent de ce que Charles faisait ou de ce que Frischti fait. Parce qu'effectivement, Frischti fait à manger, c'est ça ? Exactement. Nous vraiment, on ne fait que de la livraison. On se concentre sur la livraison, ce qui est déjà assez compliqué. Avoir un coursier, effectivement, ça coûte relativement cher. Car on paye les coursiers à l'heure, non pas à la course, mais à l'heure, ce qui nous coûte en fixe 7,50 €. Après, il faut rajouter tous les variables. On arrive à environ 11,50 € de l'heure pour un seul coursier, pour une commande. Ce qui fait qu'on est obligé de prendre une certaine commission au restaurateur. Bien sûr, on fait aussi payer le client 2,50 € pour nous aider à payer le coursier. Et vous pensez que c'est un modèle qui peut fonctionner, qui va fonctionner ? Ah oui, bien sûr. On en est où aujourd'hui alors écoutez, je pense que Frischti a levé énormément d'argent. Oui. Je pense qu'on a tous été surpris de voir des sommes de 40 millions d'euros, je crois. 30 seulement. Ouais. Moi, je crois que j'ai eu 40. Enfin, bon, oui. 30 ou 40. Deliveroo vient de lever, je crois que c'était 360 millions la semaine dernière. Est-ce qu'on n'est pas dans la bulle les années 90 et la bulle Internet qui risque d'exploser ? Je pose la question sans réponse. Alors, je pense que nous, personnellement, nous avons un modèle sur la durée. C'est pour ça qu'on fait très attention à nos coûts, à nos dépenses. C'est pour ça que certains restaurants, on décide de ne pas les signer parce qu'on sait qu'on va perdre trop d'argent par commande. Ce qui fait qu'évidemment, on cherche une rentabilité. On veut aussi que le restaurant soit rentable, mais nous aussi, il nous faut une certaine rentabilité. Je pense que c'est un modèle qui va continuer sur les années. C'est pour ça qu'on continue à avoir pas mal d'investisseurs qui croient en nous et qui croient à la livraison en général. C'est quand même un business qui continue de se développer. On augmente chaque année de 30 à 40% le nombre de commandes et on voit vraiment une croissance tous les mois sur le nombre de commandes. Et d'ailleurs, la société continue à s'agrandir. Nous sommes actuellement présents dans 11 villes en France et en début d'année prochaine, on va ouvrir 2 nouvelles villes.
Et vous me disiez, si on se projette dans le futur, vous constatez qu'un certain nombre de restaurants se transforment presque, ne sont plus des restaurants qui reçoivent des clients, mais qui se transforment en labo, un peu le... Exactement. De plus en plus de restaurants décident de se concentrer sur les plats à emporter à la livraison. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup moins de place. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tables. Et de deux, vous avez moins de personnel, moins de charges de personnel. Donc c'est vrai que nous avons plusieurs restaurants qui gardent bien sûr une maison mère, mais qui, à côté, pour essayer d'aller atteindre une nouvelle clientèle, vont ouvrir juste un laboratoire à l'autre bout de Paris pour avoir quand même un pied dans plusieurs endroits. Voilà. Et pour atteindre aussi plusieurs zones de livraison. Donc on va vers la fin du restaurant Ah non, absolument pas. Qui accueille des clients Non, absolument pas, absolument pas. Je pense que les clients continuent bien sûr à... C'est toute une autre ambiance d'aller en restaurant. Et bien sûr, la qualité du plat, on essaye vraiment de livrer une excellente qualité, mais c'est vrai que ce ne sera jamais comme au restaurant. Et toi, Charles, par exemple, tu comprends que les gens ne veulent moins venir au restaurant? Est-ce que ça pose des questions aux restaurateurs aussi dans l'avenir de se réinventer pour que les gens reviennent au restaurant plutôt que chez eux? Non, je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'avais monté Chaud. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a plus envie de manger chez soi avec des jeunes enfants, ou quand on a moins de capacité pour sortir, quand on a envie de passer des moments aussi, je ne sais pas, peut-être en famille. Donc non, je trouve ça tout à fait normal et logique, et c'est un vrai constat. Il y a un vrai développement de ça. Mais comme le disait Madame, je pense que le restaurant est irremplaçable dans l'échange humain, en fait. On peut pas du tout, c'est très différent, et la capacité d'un restaurant à régler un problème, régler une erreur, c'est génial, parce qu'on est sur place, on peut fixer des problèmes, tandis qu'en livraison, quelque chose va pas bien, tu as fait 99% du travail parfaitement, 1% fait tout louper, tout le reste. Donc c'est un petit peu difficile quand même comme métier. Quand ton livreur a décidé d'arriver en retard ou de s'arrêter, dire bonjour à un copain, et que ton plat, où tu as bossé pendant des heures et des heures sur le packaging surtout, etc., et que tout est loupé à cause de ça, c'est un petit peu difficile. Et tu ne peux pas le régler très rapidement. Ça te coûte forcément beaucoup d'argent, c'est forcément très compliqué à régler et forcément très déceptif pour le client. Donc ça, c'est un point qui est assez difficile en livraison. Et après, Madame, je pense qu'elle a beaucoup moins de problématiques parce que c'est une plateforme. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec le fait de produire, de gérer toutes ces choses-là, ce qui est déjà une problématique en soi. Et après, c'est des acteurs, je pense, avec Deliveroo qui se battent pour la marque. En fait, ils veulent créer une marque qui soit la plus reconnue et une habitude chez les gens. Et donc, ce qui est bien avec un service qui va derrière, et avec une qualité. Alors après, le seul risque, moi je vois un peu ces acteurs comme Booking dans l'hôtellerie, c'est des gens qui se positionnent sur un modèle économique et qui après vous rendent dépendants, parce que si 80% de chiffre d'affaires est fait chez Foodora, si Foodora à un moment décide de ne pas vous mettre en avant, c'est un peu un problème pour votre chiffre d'affaires. Donc moi c'est comme ça que je le voyais comme risque éventuel, potentiel. Ce qui est arrivé dans l'hôtellerie avec Booking par exemple. Donc c'est toujours le cas. Est-ce que c'est un risque ça, d'être moins visible tout à coup sur la plateforme de Foodora? Alors, la seule manière d'être moins visible sur notre plateforme, c'est si vous faites trop d'erreurs et qu'on décide d'arrêter de travailler avec vous. Autrement, c'est vrai que les restaurants tournent sur la plateforme. Je dirais le classement de nos restaurants sur notre plateforme est dû à plusieurs facteurs. Exactement, notamment le temps de préparation. Donc, le temps de préparation, c'est le facteur qui va faire que votre restaurant se trouve tout en haut sur notre plateforme. Car moins votre temps de préparation sera élevé, plus vite le client sera livré. Voilà, c'est ça vraiment la première chose. La deuxième, c'est la localisation du client par rapport au restaurant. Un client qui se situe à 2 km sera évidemment livré en beaucoup plus de temps qu'un client qui est à 500 mètres du restaurant. Alors Anne-Claire, dans cette idée de dématérialisation, on a parlé ensemble du fait que les restaurants deviennent des marques, peuvent créer des spin-offs, des produits dérivés. C'est un mouvement que vous constatez En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que la restauration, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus compétitif, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'il y a non seulement plus en plus de gens comme monsieur de l'ambassade d'Auvergne qui s'intéressent à la restauration, donc plein de nouveaux entrants. Avant, c'était un métier qui était quand même plus fermé. Et il y a aussi beaucoup de gens autour de la restauration qui s'intéressent à ce métier, donc notamment tous les distributeurs. Le rachat, par exemple, de Whole Foods par Amazon, c'est le développement de kits repas demain qui vont être hyper compétitifs par rapport à une prestation de restauration qui est livrée. Donc ça, en fait, ça va inciter les restaurateurs qui ont des offres qui marchent
à capitaliser, à développer leurs offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurant, c'est un dîner, un déjeuner, qui est à peu près normalisé. Donc demain, l'idée, c'est de profiter de cette marque, de cette expérience client qui marche, pour la développer sur d'autres types de restaurants, donc des restaurants qui peuvent être plus accessibles, plus tournés sur la livraison, par exemple, plus tournés vers le bar. Il y a tout le développement du bar-food, qui est encore assez embryonnaire un peu en France, mais qui sont aussi des gisements d'offres assez intéressants. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis un restaurant parce que je sers un déjeuner, etc. Demain, je suis une marque. Et comment est-ce que je peux utiliser le succès que j'ai en tant que restaurateur pour développer une palette de prestations qui me permettront de gagner plus d'argent et aussi de satisfaire mes clients. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les restaurants qui marchent, comme celui de monsieur, en fait, refusent aujourd'hui beaucoup de clients. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi d'accéder aux restaurants qui fonctionnent. Léa, on parlait ensemble le fait de ces restaurateurs qui produisent eux-mêmes. On en parlait aussi un peu avec Anne-Claire. Et on pourra en parler avec Charles, parce que Charles contrôle beaucoup de ce qui fait à manger ou à boire, notamment à boire, en fait, dans ces restaurants. C'est aussi une tendance de faire de plus en plus de choses, de produire dans son restaurant. Il y a les chefs jardiniers qui ont des grands jardins. Ce qui est sûr, c'est que dans les études qui sont menées sur les attentes des consommateurs en restauration d'ici 2030 ou 2050, c'est que les gens veulent de plus en plus consommer local, ils veulent de plus en plus des plats qui peuvent être personnalisés. Il y a même environ 30-40% des consommateurs qui aimeraient même de ne plus avoir de serveurs dans les restaurants, donc ça pose des questions. La première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on va au restaurant? Donc en effet, il y a plusieurs raisons. Donc il y en a qui vont pour le contact. Moi, je ne vais pas au restaurant pour manger, je vais au restaurant pour le contact, et je ne serai pas une bonne cliente de la livraison parce que forcément, quand on reçoit un plat après 10 minutes ou 30 minutes, on n'a pas la même qualité, et pour moi, la qualité, c'est le critère le premier pour rencontrer un produit, un chef, une cuisine. Et c'est vrai que pourquoi ne pas envisager que finalement ce restaurant, je l'espère, restera un lieu de rencontre et de vie. D'ailleurs, on n'invente rien, c'est Jean-François Piège qui le dit, aller au restaurant, c'est autant ce que l'on mange, ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Donc limiter le restaurant à l'assiette, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est des passions avant tout et on ne passerait pas autant de temps ni en salle ni en cuisine si ce n'était pas pour transmettre. Et donc, pourquoi pas envisager que le restaurant, au-delà d'être un lieu de production de nourriture, puisse continuer de perpétuer ce savoir-faire, cette transmission et d'aller encore plus loin dans la valorisation des producteurs, jusqu'à, en effet, peut-être mettre encore plus en avant les produits, peut-être même parfois les proposer à la vente. Alors, c'est peut-être aberrant, mais moi, j'y crois. Je crois à la programmation d'un restaurant où on a à la fois l'espace du marché, de peut-être la formation ou d'ateliers culinaires, et même pourquoi pas ce qu'on appelle le fameux frigo vide, où les gens passent le soir après le boulot et peuvent emporter chez eux. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi dans les dérives sur le restaurant laboratoire, carrément des robots qui peuvent être des futurs commis. Voire même des cuisiniers, entre guillemets, qui peuvent exécuter des recettes. Donc si on part dans la fonction limitante du restaurant à la fonction de manger, pourquoi finalement ne pas avoir plus de robots et plus d'automatisation sur des tâches, et au contraire, à l'inverse, avoir des restaurants qui cultivent l'humain, le produit, le savoir-faire, avec en effet peut-être des lieux de vente sur des artisans, des produits artisanaux. Voilà. Ouais, vous avez constaté ça, des oui, restaurants qui font de l'hydroponie, des salades bars à Berlin. C'est drôle, l'idée c'est ça, c'est que demain, en fait, le restaurant devient quasiment une unité de production où il y a des ingrédients très très bruts qui rentrent, et puis on fait de plus en plus de choses sur place. Alors l'extrême, moi je l'ai vu à Berlin, en fait, c'est un truc qui s'appelle Good Bank, et c'est un salade bar, et derrière le comptoir, vous avez les salades qui sont élevées, qui sont produites en culture hydroponique. Donc c'est assez étonnant quand même comme impression. Et donc c'est un salade bar où après vous choisissez votre salade, on vous la coupe quasiment devant vous et puis on vous assaisonne évidemment à votre goût, puisque on va y revenir. La customisation, c'est aussi une des grandes tendances. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée d'avoir de plus en plus, d'avoir de la torréfaction sur place, parfois de la microbrasserie, d'avoir de plus en plus de produits qui sont produits par le restaurateur, qui contrôle ainsi l'intégralité de la qualité de la prestation qu'il veut délivrer.
Mais bon, produire en hydroponie, c'est pas forcément Non, là, c'était un Graal, exemple un peu extrême. Hein. ouais, C'est aussi quand on est dans le futur, il faut pouvoir un petit peu s'évader. Hein, donc. Mais toi, par exemple, Charles, tu es de ces restaurateurs qui ont envie de... quand tu sers du café, si on te dit... tu m'as raconté ça, on t'a dit ton café, il n'est pas terrible. Bah, du coup, tu fais ton café maintenant. La bière, pareil. Je pense qu'un jour, tu feras du vin. C'est quoi cette idée? C'est qu'un restaurateur doit maîtriser, contrôler le plus possible ce qu'il donne à manger? Je pense que c'est très personnel et moi c'est par curiosité en fait. Personnellement je ne buvais pas de café jusqu'à encore 6 ans. J'ai goûté un café que Coutume avait torréfié que j'ai trouvé délicieux et ça m'a ouvert. Je venais du monde du vin, j'avais fait une formation de sommelier et ça m'a ouvert un peu aux arômes du café, à la complexité. Et par curiosité j'ai vraiment envie, comme j'ai fait avec le vin, d'aller travailler dans les vignobles, de faire des vendanges, de comprendre les vinifications, de faire tout ça. C'est vraiment de pouvoir, si un client me pose une question, vraiment lui expliquer et être sûr de moi, de pas dire des bêtises et vraiment de connaître mon produit jusqu'au bout. Donc c'est le cas pour mon café que je torréfie moi le week-end. J'ai acheté une machine pour torréfier le café et voilà. Chez donc, toi, chez moi, ta maison, dans ma maison et comme ça. Alors c'est un peu embêtant, il y a des week-ends où j'ai moins envie et c'est un peu plus compliqué, mais il faut le faire. Et c'est sympa parce que je maîtrise vraiment tout de A jusqu'à Z, de la qualité de mes grains verts jusqu'à la torréfaction, jusqu'à l'extraction de la tasse avec mes machines à café, avec mon personnel. Donc c'est assez sympathique de pouvoir maîtriser sa qualité comme ça. Et après, sur des produits comme la bière, j'ai fait un partenariat avec un brasseur qui est belge, qui a créé une bière avec moi, plutôt avec lui, ses compétences, et moi avec mon idée du goût. Et c'est plus par plaisir personnel, par curiosité, et c'est assez intéressant de partager ça avec les clients qui, quand ils sont réceptifs. Et après, il y en a qui ne sont pas réceptifs, et c'est pas non plus très grave, qui trouvent mon café bizarre ou qui trouvent ma bière bizarre, mais c'est pas très grave non plus. Donc non, c'est sympathique, c'est par envie personnelle, et je pense que c'est pas une obligation. Mais après, il y a un peu des gens qui sont que dans le côté purement business et qui le font un peu comme une stratégie marketing, et c'est toujours un petit peu moche quand c'est le cas, quoi. Qui se disent je vais faire le restaurant totalement vertical, intégré, et là généralement ça se sent. Hein. Il suffit de parler un petit peu avec les gens qui le font, mais voilà, il y a de plus en plus de nouveaux restaurateurs, comme le disait Madame, et de gens qui ont fait des études brillantes et qui se disent quelle est la bonne niche ou le bon business dans lequel je pourrais être, sur lequel il y aurait un volume à faire, quelque chose d'intéressant, mais ça a toujours une capacité, une limite qui est vite atteignable, parce que ça reste de l'artisanat. Notre métier, c'est de l'artisanat, et on a un périmètre qui est toujours limité. On ne peut pas aller... à partir du moment où on multiplie trop, on perd en qualité, c'est certain. C'est un peu comme ces potagers où certains... On sait très bien que pour passer beaucoup de produits dans un restaurant, il faut des jardins comme Alain Passard, qui en a 3 aujourd'hui, qui peut passer tout ce volume. Après, quand on a un petit potager chez soi, c'est sympathique, mais on sait que ça ne nourrit pas tous ses clients. Les clients, justement, ils sont aussi en demande de participation. Hein. Voilà, je crois qu'il y a aussi cette tendance. On disait qu'ils sont en recherche d'authenticité, j'aurais pas dû m'aventurer, de locavorisme, mais ils ont envie de devenir des acteurs du restaurant aussi. Alors, on voit aujourd'hui en fait que les clients de la restauration sont de plus en plus experts. Ils passent beaucoup de temps à regarder ce qui se fait. Ils font aussi pas mal de cuisine chez eux. Enfin, c'est devenu aussi pour beaucoup de gens une vraie passion. Hein, même s'il y a entre le déclaratif et la réalité, il y a souvent des décalages assez importants. Mais c'est vrai que cette envie donc, de connaissance, cette expertise toujours plus poussée par rapport aux produits, aux recettes, etc., pousse aussi les clients à vouloir mettre un peu leurs pattes sur la prestation. Donc il y a des choses qui sont déjà hyper connues, hein, comme ce qu'on appelle la personnalisation, le fait que dans un salad bar, par exemple aujourd'hui, vous pouvez composer votre recette. Donc ça, c'est des trucs assez classiques. Après, il y a même des chaînes comme Subway qui en ont fait un peu leur argument de vente. Hein, vous composez votre recette. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la gastronomie, mais on est dans quelque chose qui marche parce qu'il y a cette attente, en effet, de participer à la prestation. Et aujourd'hui, on voit même des concepts qui se développent avec des promesses presque de collaboration, de cuisine communautaire. Hein, alors là, c'est très marketing, encore une fois, mais c'est Accor qui développe son nouveau concept d'hôtel Joe & Joe, qui est destiné aux consommateurs les plus jeunes, et qui, en fait, propose des cuisines collectives. C'est-à-dire que la cuisine est mise à disposition donc, des hôtes de l'hôtel qui peuvent faire la cuisine pour leurs invités, etc. Les locaux peuvent aussi louer la cuisine pour créer des événements. Donc on voit qu'on a quelque part cette appropriation donc, de l'espace de restauration par le consommateur. Et ça, c'est aussi probablement une niche qui n'est pas forcément inintéressante, puisqu'on voit aussi que le marché de la réception peut être un marché très intéressant également pour la restauration. La réception privée, hein, on est tous dans des grandes villes hein, comme Paris, on connaît le prix du mètre carré, c'est difficile de recevoir chez soi, et on sait que le marché du catering est un marché qui est tout à fait porteur également, et donc qui peut aussi se développer autour peut-être de cette idée de collaboration. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le partenaire, le végétal aussi est quelque chose de très
dans le vent, et puis ça va peut-être pas s'arrêter. Est-ce que chez Foodora, on constate qu'il y a beaucoup peut-être de livraison de plats végétariens, de plats où le végétal est très fort? Est-ce que vous avez constaté ça? Oui, alors on constate que les gens veulent manger mieux, ils veulent savoir d'où vient leur nourriture, ils veulent consommer local, ils aiment bien savoir que les produits sont français, que le restaurateur fait attention à ce qu'il utilise. C'est vrai que ce qui marche bien en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est par exemple les Pokéballs. C'est la tendance. Certains restaurants font ça depuis 1 an. Enfin, c'est des bols de riz avec du poisson, des légumes frais, voilà. Les fruits viennent pas toujours de France, mais voilà. Mais c'est vrai que les salades fonctionnent toujours très bien. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger bio, qui veulent manger sain. Donc on essaye d'aller chercher un peu ces petits restaurants qui justement sont vraiment ne font que ça. Et ça marche de mieux en mieux. Ouais, Claire, vous constatez aussi cette poussée du Oui, on en parle beaucoup, hein, de toute façon c'est vrai, et alors dans le déclaratif toujours, puisque c'est quand même toujours la difficulté entre la déclaratif où tout le monde veut s'alimenter de façon exceptionnelle, hein, on le sait tous. Après quand on fait son marché, finalement il y a des arbitrages entre il faut que ça plaise à tout le monde chez moi, donc ça va être un peu compliqué. C'est les haricots verts, finalement c'est quand même pas forcément le plat préféré des enfants, faut bien le dire. Encore que quand ils sont bien cuisinés, c'est quand même un plaisir. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette envie. Alors il y a le truc à la mode en ce moment, c'est le flexitarisme. Le flexitarisme, c'est super parce que c'est le végétarisme pour les nuls. Hein, c'est-à-dire que vous êtes végétarien autant que vous voulez, mais quand vous avez l'opportunité de manger bien de la viande, etc., vous pouvez aussi y aller. Donc c'est quand même un truc qui est assez facile à vivre et assez sympathique, qui se rapproche d'ailleurs aussi de ce que les gens attendent aujourd'hui, parce que la nourriture, il y a quand même cette espèce de somme de diktat qui parfois fait oublier le plaisir, mais le plaisir est quand même toujours là, et donc c'est quand même important de le garder en tête. En tout cas, donc le flexitarisme, apparemment 30% donc, des Britanniques sont intéressés par ce régime, les Français également. En Allemagne, c'est encore plus fort. Et donc, on a vraiment, en tout cas, cette idée, cette envie de diminuer la consommation de protéines végétales. Alors là, justement, ce matin, j'étais en train de travailler sur animal. Excusez-moi, désolé, je m'emballe. Et donc là, par exemple, je lisais donc, les déclarations de quelqu'un qui s'appelle Matthew Kinney, donc, qui est un grand avocat en fait, de la cuisine végétarienne, végane à l'origine. Et lui, il dit que l'avenir, c'est le plant-based. Hein, tout ce qui est basé donc, sur le légume. Et donc, pour lui, ce n'est pas du vegan, ce n'est pas du végétarien, mais c'est vraiment remettre le légume au centre. Et donc ça, pour lui, c'est une grosse tendance. Hein, c'est-à-dire, c'est remettre cette garantie de naturalité au centre vraiment de l'assiette. Toi, Charles, c'est une tendance que tu... Oui, nous, on a mis un plat végétarien à la carte, et c'est très drôle parce que les chefs ne supportent pas les gens qui mangent végétarien. Donc dès qu'on fait un plat végétarien, ils sont là, ah oui, végétarien, putain, un truc, etc. Ah, c'est Fashion Week. Et c'est assez drôle de les voir réagir à ça. Et moi, je suis là, je leur dis, mais relaxez-vous, les mecs. Hein, c'est les gens, ils mangent ce qu'ils veulent. On a mis un plat végétarien. Oui, ils commandent des plats végétariens. C'est aussi intéressant. Mais ils ont tendance, vu qu'ils viennent des restaurants gastronomiques, la protéine est toujours très importante en proportion. C'est quasiment 2/3 de protéines, 1/3 de légumes. Donc c'est toujours un petit peu énervant pour eux, mais les gens adorent et sont très contents de manger des plats végétariens qu'on fait, nous, maintenant dans tous nos restaurants. Et je trouve ça bien, quoi. Et les gens, comme disait madame, il y en a qui... On leur explique qu'ils changent tout le temps selon les arrivages le plat végétarien, ce qu'on a dans le plat végétarien. Après, finalement, ils prennent du bœuf ou autre chose. Ils sont un peu opportunistes, surtout, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont végétariens, ce qui est quand même assez cool. On peut les convertir avec des bons produits. Est-ce que... on a beaucoup parlé des menus sans gluten, sans lactose, sans tout, plus de menus du tout. Est-ce que c'est encore très présent? Ça va se renforcer? Oui, parce que c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une espèce d'alimentation qui doit nous ressembler. Et quelque part, le fait d'avoir une alimentation qui est free for quelque chose, c'est l'idée de se dire on est plus éclairé que la moyenne. Hein. C'est vrai que cette idée que nous, on a compris quelque chose de plus et que du coup, on prend des positions grâce à son alimentation. On est dans une alimentation aujourd'hui qui est très dans le paraître quand même. Hein. On est dans le plaisir, mais aussi beaucoup dans le paraître. Et le fait de revendiquer certaines régimes free from, c'est vrai que c'est une vraie façon d'affirmer quelque chose.
plus s'affirmer soi. Oui, après, il y a évidemment aussi clairement de santé, beaucoup ou de plus. bien-être. Alors aujourd'hui, on voit bien également que les gens sont testés de plus en plus systématiquement pour tout ce qui est allergie, etc. Donc on a presque tous un profil nutritionnel. Ou demain, on aura tous un profil nutritionnel avec les trucs qui nous conviennent, qui ne nous conviennent pas. Et donc ça va aussi vers un monde où, évidemment, le fait de prendre en compte ce genre de choses, ça va rester important. Est-ce qu'on va vers des restaurants qui seront très ciblés, des restaurants sans gluten, des restaurants sans lactose? Est-ce qu'on pourra, comme chez Charles, manger une salade et puis après avoir envie de manger un... Alors d'abord, ça existe dans tartare. pas mal de pays. Au Japon, en fait, il est assez fréquent quand vous allez dîner au restaurant, d'aller manger une petite boulette là, un petit sushi là. Enfin, c'est vrai que c'est assez classique en fait ce parcours. Finalement, nous, on a l'habitude de tout manger en un même lieu, mais il y a quand même pas mal de pays où c'est pas le cas. Donc ça, déjà, c'est possible. Moi, je ne crois pas vraiment à un concept qui soit vraiment très orienté sur un free from. Après, en même temps, on voit bien quand même que la compétition, encore une fois, devient de plus en plus violente. Et on voit notamment un concept à Londres qui s'appelle POD, qui a été inventé par quelqu'un qui a eu une crise cardiaque en 2005. Donc ça commence déjà très très fort. Et qui après a fait le constat, alors en Angleterre, en plus en 2005, c'était pas forcément la grosse ambiance, et donc dans la restauration rapide, il n'arrivait pas à s'alimenter. Donc il a créé un concept qui s'appelle POD. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit quand même, parce que on se nourrit de mineral pod, tous les sandwichs sont multigrains. C'est quand même très très poussé en termes de promesses santé. Et en fait, ils en ont déjà 25 à Londres, et ça correspond quand même vraiment à une attente des gens qui vont peut-être pas y aller toute la semaine, parce que là quand même c'est un petit peu violent, mais le jour où ils veulent faire gaffe, ils vont là, et ils savent que là, c'est sûr qu'il ne peut rien leur arriver de dramatique au niveau alimentaire. Charles, toi, ta conception de la restauration, c'est vraiment de faire plaisir, des bons produits. Tu penses qu'il y a encore un avenir dans cette restauration-là? Tu vois comment l'avenir du restaurant? Si tu avais un autre restaurant à monter aujourd'hui, tu irais toujours dans cette direction-là? Moi, pour moi, c'est assez classique et j'ai rien inventé. C'est un endroit qui est ouvert pour rendre des services aux gens. Donc, nous, on est ouvert dans 2 de mes 3 restaurants de 8h du matin à minuit. On est là pour les rendez-vous, pour que les gens prennent un rendez-vous, prennent un petit déjeuner, que les gens se rencontrent, que les gens échangent. Que les gens déjeunent ensemble et partagent un moment. Pareil l'après-midi pour qu'ils se réunissent. Le soir pour boire des verres, pour dîner. Donc c'est plutôt un lieu de vie. Et en fait, quand même, dans les villes dans lesquelles on vit, comme Paris ou toutes les métropoles, il y a quand même très peu d'espace dans les appartements et c'est quand même très compliqué de rencontrer les gens ailleurs que dans les cafés ou dans les restaurants. Donc je pense qu'il y a un avenir certain pour les bons cafés, les bons restaurants et les gens qui font le travail aussi, je pense, dans la durée, parce qu'il y a les gens qui suivent les modes et qui sont là pour faire le tour gastronomique de Paris. Et il y a aussi les gens qui vivent dans un quartier et qui sont contents de trouver une solution dans leur quartier pour recevoir leurs amis, partager, échanger. Et donc nous, c'est le gros de notre clientèle. Et après, on a aussi des gens qui viennent de partout dans le monde et des gens très branchés et tout ça. Et on a cette chance. Mais je pense que oui, il y a un bon avenir pour la restauration classique, aussi pour la livraison à domicile. Il y a un bon avenir pour tout. Et toi, tu as choisi pas de réservation, c'est ça? On a parlé de réservation. Non, moi, j'ai choisi pas de réservation. Pourquoi parce que ce choix? Ça élimine un problème déjà. Tôt, qui est un problème qui est extérieur au restaurant. C'est-à-dire que la personne qui t'appelle, qui te dit on va être 4, finalement on est 3, on est 2, quelle est la station de métro la plus proche, comment on vient, qu'est-ce qui se passe, j'aurai 15 minutes de retard. Tu as déjà enlevé beaucoup des problèmes, il vient, il est là, il dit je vais être 2, je vais être 3, je vais être 4, et nous on trouve des solutions très facilement. Et on n'a aucun problème, ça fait 5 ans qu'on a ouvert le premier restaurant sans réservation, et on n'a aucun souci. Ce week-end, c'était la folie, il y avait plein de gens, il n'y a eu aucun problème, on trouve des solutions, on a des chauffes-terrasses à l'extérieur, et c'est sympathique, ça crée déjà une première approche qui est faites-nous confiance, on va gérer pour vous, et généralement, depuis qu'on existe, on n'a jamais eu de gros problèmes ou de grosses attentes, ça nous est déjà fait arriver de faire attendre des gens 40 minutes, mais on a trouvé des solutions où ils ont grignoté quelque chose en attendant, et ça crée une ambiance qui je trouve un peu sympathique aussi, qui est un petit peu énergique, dynamique, et voilà, qui nous convient bien à nous. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui ont forcément envie d'aller dans des restaurants où il y a des réservations, qui ont besoin que ce soit très carré, très encadré. Et voilà. Et Orissa, l'avenir de la livraison, est-ce que c'est vers la concentration? Il y a trop d'acteurs aujourd'hui. Il y en a qui vont rester sur le carreau. Est-ce qu'on peut se projeter un peu ou pas? Je vais pas vous demander. J'espère qu'on va tous rester. Sur le carreau, Il y en a déjà un sur le carreau. J'espère qu'on va tous rester. C'est vrai que là, il y a de la place pour tout le monde? Il y a quelques gros acteurs qui se démarquent. C'est vrai que pour les petits, pour les plus petits, c'est un peu plus compliqué parce que, comme disait Charles, il faut quand même beaucoup de moyens pour réussir à... Le ticket d'entrée est très élevé aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je pense que pour les gros acteurs, oui, il y a de la place.
C'est pour ça qu'on continue à grandir en étant même au-delà de Paris. On va dans les banlieues, on va ouvrir d'autres villes parce qu'il y a la place. Moi, ce que j'ai constaté, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est quand on voit des gens comme Frischti qui ont levé beaucoup d'argent et à quel point ils ont une capacité à perdre de l'argent de façon mensuelle, et quand on voit que des gens qui sont énormes aux États-Unis comme Blue Apron, qui font 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui eux allaient s'introduire en bourse, ils avaient tout réussi, et là Amazon arrive, rachète Whole Foods, ils perdent la moitié de leur valeur en une semaine. Tu dis juste, c'est quand même un peu compliqué comme business, c'est-à-dire que tu n'as aucun actif, tu es sûr de rien, tu as des acteurs qui sont toujours plus gros que toi qui peuvent te manger. C'est quand même compliqué, quoi. Je pense comme secteur, moi, c'est pas le... Quoi, je le rêvais de façon un peu intéressante, la start-up, le truc hyper sympa et tout ça, mais c'est quand même, je pense, très compliqué comme milieu. Et il y a forcément des gens qui tireront leur épingle du jeu, mais après, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, je pense. Bon, si on résume, on s'oriente vers des restaurants où on pourra toujours être accueilli, on aura du service, un accueil, on ira pour le contact, comme disait Léa. J'espère. Mais en même temps, les gens qui ont envie parfois de manger chez eux, parce que pour des tas de raisons, voilà, ils vont manger végétal, beaucoup. On peut manger végétal en dehors de chez soi quand même. Oui, aussi, ouais. On peut manger au restaurant. Donc voilà, on a essayé de tracer quelques pistes. On n'a évidemment pas tout dit. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On les applaudit, merci. On va faire une petite photo.